Bienvenue dans ce tuto, vous allez apprendre les bases essentielles de Twinmotion en seulement 30 minutes. Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez perfectionner votre workflow, cette vidéo vous donnera toutes les clés pour créer rapidement vos premiers rendus. Je suis Romain Lupineau, formateur et fondateur de We Make Dragons, un organisme de formation qui vous propose des accompagnements sur mesure sur des logiciels de 3D, que ce soit de la modélisation, du rendu, et on fait aussi tout ce qui est communication, Adobe, graphisme, vidéo, etc. Si vous êtes une entreprise ou un indépendant et que vous souhaitez aller plus loin avec une formation sur mesure, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont en description. Allez, c'est parti. Alors, pour cette formation, on va travailler avec ce fichier. C'est un fichier SketchUp d'une maison. Je vous mets le lien pour télécharger le projet dans la description. Je vais me rendre dans Twinmotion, donc on va utiliser la version 2025 de Twinmotion, et quand j'arrive sur la page d'accueil ici, je vais cliquer sur Nouvelle scène. Par défaut, vous arrivez toujours sur cette scène-là, avec à droite l'arborescence, la hiérarchie. On a un sol, un arrière-plan, et ce qu'ils appellent la starting base, l'espèce d'estrade avec la boule. Pour vous déplacer dans Twinmotion, quand vous débutez, quand vous démarrez, ici vous avez des informations qui vous donnent des indications. Donc, clic gauche pour tourner autour, clic molette pour faire du panoramique et clic droit pour tourner la tête sur place. On a aussi la possibilité d'utiliser les flèches du clavier. Moi, je travaille pas avec ça. Et très important ici, vitesse 1 à 6. Ça, c'est quelque chose qui va nous permettre, grâce au pavé numérique ou aux chiffres qui sont sur votre clavier, de faire varier la vitesse avec laquelle vous allez vous déplacer ou zoomer. Donc vitesse 1, vous voyez, c'est très très lent. 2, c'est un peu plus rapide. 3, encore plus. 4, voilà. Et après, si je fais du 5 ou du 6, vous voyez, là, c'est très 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 rapide. Alors, une bonne vitesse, pour moi, c'est 4. 4 ou 3, selon le contexte. Là, j'ai cliqué sur 4. Dans Twinmotion, vous avez une interface qui est assez épurée. À gauche, vous avez accès à la librairie. La librairie, en fait, c'est la bibliothèque dans laquelle on va trouver des matériaux, des objets, des lumières, de la végétation, des personnages, des véhicules, etc. À droite, vous avez le panneau scène dans lequel vous avez votre arborescence avec tout ce qu'on va rajouter à la scène. Et vous avez aussi un panneau ambiance avec lequel on va vite venir jouer. En bas, vous voyez, ici, on a des icônes et nous, on va commencer à travailler avec le premier icône, import. Cette icône, elle va nous permettre, en cliquant sur le petit plus, géométrie, ouvrir, on va pouvoir aller chercher directement le fichier SketchUp. Je valide et dans cette fenêtre d'importation, on va prendre le temps de regarder quelques petites choses intéressantes. Vérifiez toujours qu'ici vous êtes en garder la hiérarchie. Ça, c'est très important. Ça vous permet d'hériter à droite dans l'arborescence de tous les éléments, tous les groupes qui sont présents dans votre modélisation en amont. UV haute précision, normal haute précision, vous pouvez laisser comme ça. Si vous voulez cocher normal haute précision, pourquoi pas. Honnêtement, ils nous disent que ça consomme 15% de plus de mémoire et je n'ai jamais vu la différence. Donc, on va le laisser comme ça. Axe vertical, on laisse. Conversion d'unité, on laisse cocher. Et ici, quand on importe du SketchUp, important, géométrie à deux faces, vérifiez bien que c'est coché. Par défaut, c'est décoché. Vous le cochez. Ça vous permettra d'avoir toutes les faces SketchUp importées recto, verso. Sinon, ce qui va se passer, c'est que d'un côté, les faces seront bien visibles, et de l'autre côté, dès que vous passez côté verso, les faces seront invisibles. J'importe. Là, vous voyez, ça travaille, et il va me rajouter à droite mon projet. Donc là, moi, il s'appelle SD193. Il me l'a rajouté par-dessus l'existant, hein. Donc, ce qu'on va faire, on va virer la starting base. Je clique dessus, j'appuie sur Supr au clavier, et on va en profiter aussi. On va virer le sol et l'arrière-plan. Vu qu'on n'a plus de sol, je vais vous apprendre à rajouter un terrain. Nous, ce qu'on va faire, on va aller dans Librairie, Végétation, Terrain. On va glisser un flat ou un rocky grassland, peu importe. Et pourquoi je vous demande de glisser ça
au lieu du sol par défaut, c'est que ce sol-là, on verra que quand on clique dessus, on aura la possibilité de le sculpter, de le peindre. Tandis que le sol par défaut, on ne peut rien faire dessus. Donc ce sol, c'est très bien, mais on voit qu'il y a un petit souci, notre maison ne touche pas le terrain. Je vais cliquer sur le dossier ici qui s'appelle SD193 et je vais le descendre jusqu'à ce que ça touche la base. Voilà. Alors, rapidement, on va se faire un petit tour des fonctions de base avant de voir tous les outils de terrain. Ici, vous avez une icône ambiance à droite qui vous permet d'ouvrir toutes ces options-là. Là, vous avez une autre icône très utile qui vous permet de passer tout ce panneau à gauche et comme ça, on bénéficie de la pleine longueur. Dans cette vidéo, on va aller au plus simple et au plus efficace. À savoir, on va rester avec le ciel dynamique. Le ciel dynamique, ça va vous permettre de sélectionner l'horaire et en fonction de ça, vous allez récupérer la course du soleil. On peut aussi tricher en réglant l'orientation. Vous voyez, il y a une petite boussole. En dessous, on a des options d'apparence. Je vous en parle très rapidement. L'intensité, je vous déconseille d'y toucher. Par contre, là-dedans, ce qui peut être intéressant, c'est la taille. Ça vous permet d'augmenter la taille du soleil. Et vous avez vu, quand on augmente la taille du soleil, on augmente aussi ce qu'on appelle le lens flare. On a une rubrique qui s'appelle ciel. Ça, c'est nouveau depuis la version 2025. On peut régler ce qu'on appelle la turbidité et la densité de l'atmosphère. Et ça, en fonction des conditions d'ensoleillement, ça aura plus ou moins d'effet, mais en gros, ça permet de gérer la quantité de particules qu'il y a dans l'atmosphère et d'avoir une ambiance plus ou moins, je dirais, pure ou polluée. Les nuages, ça c'est très intéressant. Depuis la dernière version, on a la possibilité de générer non pas des nuages 2D comme il y avait traditionnellement, mais des nuages volumétriques. Et ça c'est super parce que ce sont vraiment des vrais nuages en 3D pour lesquels on va pouvoir régler plein de choses. Ce que je vais faire là pour pas y passer 10 minutes, c'est vous montrer que on a des pré-réglages qui nous permettent d'accéder rapidement à des pré-configurations. Et là, si vous voulez monter rapidement en compétence là-dessus, vous faites défiler les pré-réglages et après vous vous baladez dans Apparence et vous regardez comment ça a évolué et vous essayez de comprendre sur quoi ils ont joué pour avoir tel ou tel type de nuage, etc. On a la partie saison. La partie saison, ça c'est très intéressant parce que si je vais dans ma librairie végétation et que je prends un arbre, je vais essayer de prendre un arbre caduc, ça, je pense que c'est bon. Je reclique sur ambiance et dans saison ici, je vais aller sur le petit bonhomme de neige et là, je vais pouvoir gérer la saison. Je retourne dans ambiance. On peut avoir plus ou moins de vent et on peut aussi régler la direction du vent. Donc ça, c'est intéressant. Ça joue sur toute la végétation, c'est-à-dire que si on a de l'herbe aussi, l'herbe va bouger. On peut rajouter du brouillard pour avoir une ambiance un peu mystérieuse. Et on peut aussi changer l'image qui est utilisée pour peupler l'horizon. Alors là, vu que j'ai mes petites montagnes, on voit pas grand-chose. Je vais masquer les montagnes. On peut changer comme ça la ligne d'horizon. Sachez que ici, vous pouvez enregistrer vos propres pré-réglages d'environnement et vous en avez aussi d'autres qui ont déjà été créés avec du coup des conditions climatiques un peu différentes. Et ça, c'est pas mal aussi comme base quand vous débutez. Alors, je vais vous montrer ce qu'on peut faire au niveau du terrain. Vous voyez, si je clique dessus, donc soit directement dans la vue, soit je peux aussi cliquer dessus là dans l'arborescence. À droite, j'ai des outils qui me permettent de sculpter le terrain et de peindre ce terrain. On a différents outils qui nous permettent de élever, creuser, égaliser, c'est-à-dire mettre un peu à niveau tout ça, éroder, terrasser, etc. Je vous fais une petite démo rapidement. Je sais que ça, vous allez vous amuser de votre côté chez vous. Je peux creuser aussi. Alors creuser, il y a un truc marrant à faire. Quand on creuse comme ça et qu'on creuse pas mal, à un moment donné, je vous montrerai qu'on pourra rajouter de l'eau là-dedans. On peut égaliser, donc égaliser, ça va permettre d'éviter qu'il y ait des grosses bosses partout si on a fait ça un peu comme un bourrin. On peut perturber. Perturber va permettre de
rajouter un peu de chaos. C'est-à-dire qu'il va y avoir tantôt des petites buttes, tantôt des petits creux, et ça va accidenter mon terrain. Donc en fonction du diamètre que je vais prendre, je vais pouvoir accidenter mon terrain à plus ou moins grande échelle. Celui-ci, ça permet d'éroder, et le dernier, très intéressant, il permet de terrasser. Et terrasser, ça c'est chouette quand on est archi et qu'on a besoin d'avoir une surface plane, vous voyez, tac, pour pouvoir poser, par exemple, un bâtiment. Alors, je vous ai promis qu'il y avait un truc cool à faire avec le creusement ici. Quand je vais dans Ambiance, Environnement, et que je descends tout en bas, il y a un truc caché, Océan, et là on peut activer l'océan. On peut ensuite régler la hauteur de l'océan. Et là, ce qui est sympa, c'est que on va pouvoir choisir si c'est de la mer tropicale, un lagon, plutôt un étang, etc. Je passe à la suite. Ce terrain, on a mis du relief. Si je reclique dessus, je peux aussi le peindre. Par défaut, vous voyez, on a de la pelouse partout. Ici, on a 4 couleurs de peinture. Et vous voyez, je peux peindre avec l'outil. Pareil, je peux régler le diamètre, l'opacité. Donc l'opacité, ça permet de faire des mélanges un peu plus subtils que juste recouvrir de manière un peu bourrin. Et donc, vous voyez, je peux mélanger comme ça, mettre un petit peu de ça, un petit peu de celui-ci, etc. Il y a la possibilité aussi de régler donc l'échelle de la texture, c'est pas très très utile. Et vous pouvez aussi changer la forme de l'outil pour ne pas forcément peindre avec un outil rond. Et comme ça vous permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus chaotique. C'est pas beau, hein? C'est pas grave. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 4 couleurs, 4 matériaux disponibles. À gauche, dans la librairie, si vous allez dans matériaux, je vais aller dans sol. Vous pouvez prendre des sols soit artificiels, soit naturels. Et là, par exemple, vous voyez, j'ai beaucoup de zones qui sont peintes en vert. Si je remplace, je veux prendre quelque chose de visuel par du sable. Je prends le sable, je le glisse ici. Je remplace toutes les zones qui étaient peintes en vert par du sable. Donc, vous voyez l'idée. Le principe, c'est que vous prenez ce que vous voulez à gauche et vous le glissez ici. Et je pense que vous avez compris. Si là, je peins avec la deuxième colo, je peux prendre n'importe quel matériau, remplacer ici, et tout ce que j'ai peint, ça hérite du nouveau matériau. Maintenant, je vais vous montrer les outils de végétation. Quand on est dans la librairie, dans végétation, on a vu les terrains, on a vu qu'il y avait aussi des arbres, vous pouvez aller chercher des arbres, vous avez des buissons, des petits buissons, des fougères, etc. Vous avez aussi de l'herbe. Alors l'herbe, je vous rassure, on va pas déposer les brins d'herbe un par un comme ça. On va voir qu'il y a un outil qui est dédié pour peindre la végétation. Je vous montre ça juste après. On a des rochers. Ça, c'est chouette. Les petits rochers, ça donne un peu de relief, un peu d'ambiance. Et vous avez aussi dans divers des branches mortes, de la vigne, de la haie, etc. Alors, je vous ai parlé de l'herbe et je vous ai dit qu'on avait un outil pour peindre la végétation. Ça, c'est un des outils les plus sympas du logiciel. En bas, vous avez une icône peuplée. Cette icône-là, elle va vous permettre d'accéder là à 3 outils différents. Placer, chemin, urbain. Nous, on va aller dans placer, peindre. Et là, le principe, c'est que vous allez prendre ce que vous voulez, vous allez le glisser ici, et là, on va pouvoir peindre directement. Je peins, je retrouve le système de diamètre de mon outil. J'ai une gomme aussi. Et en cliquant sur chaque élément que j'ai glissé, je peux régler la densité, plus ou moins si je vais sur les fleurs, plus ou moins de fleurs. Je peux régler aussi la taille. Donc là, vous voyez, je suis sur les fleurs blanches, hein. La taille des fleurs blanches, je peux régler la taille aussi de mes petites fleurs, là. Hop. Ça, c'est très sympa, c'est très pratique, c'est aussi très gourmand en ressources. Donc, si vous avez un ordi qui est pas dingue au niveau configuration, méfiez-vous quand même de ça. En général, ce que je recommande, c'est vous peignez sur un calque, on va dire, et
Comme ça, vous pouvez décocher cette ligne-là pour afficher, masquer, et du coup soulager votre ordi en masquant la végétation. Et on verra qu'on pourra l'activer que dans nos images pour faire le rendu, par exemple. Donc là, vous avez vu, si je désélectionne, je clique sur un arbre, j'ai des options, notamment sur mes arbres, où je peux régler l'âge, etc. Euh, Si je clique sur ma végétation peinte, je retrouve mes options de végétation peinte. Donc ça, c'est une constante dans ce logiciel. Dès que vous cliquez sur un élément, vous avez des propriétés propres à l'élément sur lequel vous cliquez. Si vous voulez peindre des arbres, du coup, c'est la même chose. Peupler, classer, peindre, arbre. On va se mettre deux essences d'arbres. Je me mets un petit peu en vue dessus. Et là, vous voyez, je vais pouvoir peindre. Les outils de peinture, donc il y en a plusieurs dans cette version. On peut aussi faire de l'éparpillement, je vous le conseille pas du tout. L'espacement, ça c'est super pratique, mais je ferai une vidéo dédiée. Et la même chose avec une zone, pareil, je ferai une vidéo dédiée à ça. Maintenant, on a vu la végétation, on va en profiter pour voir les objets. Donc vous avez différentes catégories dans la bibliothèque. Des objets pour l'intérieur, des objets plus typés ville et urbanisme, vous voyez, avec des bancs, ce genre de choses. Moi, je vais aller dans maison, cour arrière, et on va se mettre un petit canapé sur la terrasse. Vous voyez, quand on est ici, vous avez des éléments qui sont impossibles à glisser, et pour lesquels il y a une petite flèche. Il faut cliquer dessus pour télécharger. Quand vous téléchargez l'élément, vous pouvez ensuite le prendre et le glisser. Voilà. On peut se faire une petite rotation avec ça. Ça, c'est très simple, hein, vous voyez. Vous pouvez faire de la rotation, du déplacement. Si vous cliquez et que vous maintenez sur le rond jaune, vous pouvez comme ça avoir une petite aide qui vous permet de déplacer votre élément sur les surfaces. Alors là-dedans, vous retrouvez aussi ce qu'on appelle des autocollants. Ça, c'est pas mal. C'est des espèces de stickers qui vous permettent, par exemple, de rajouter des tâches, de rajouter des patchs, des flaques. Il y a des craquelures, il y a aussi, vous voyez, de la mousse un peu moisissure pour avoir un peu plus de réalisme. Ces éléments, vous pouvez cliquer dessus dans l'arborescence. Si je le retrouve, il est tout en bas. Hop, vous voyez, quand on clique dessus, on a la possibilité de régler donc la taille, l'opacité, etc. Enfin, c'est du classique, quoi. Vous voyez, ça, c'est typiquement le genre de choses qui peut apporter un petit peu de réalisme. Vous avez aussi dans la bibliothèque, donc ça c'est un classique, des personnages. Et les personnages, vous avez des personnages animés et des personnages statiques. Dans les personnages animés, moi je vais vous faire un truc très rapide. On va prendre Chris, on va le poser. Et je vais juste vous montrer que quand on clique sur Chris, on peut régler la couleur de ses vêtements et on peut aussi choisir des poses. Par exemple, on peut dire, Chris, tu es assis là. Et là, vous voyez, on a différentes animations qui correspondent à la position assise. On a aussi la possibilité d'ajouter des véhicules. Donc là, il y a tout un tas de trucs avec des bateaux, des bus, des voitures, etc. Assez facile. C'est toujours le même principe. Vous le prenez, vous le glissez et puis vendu. Alors, faut que je vous parle rapidement des Megascan et de Sketchfab. Les Megascan et Sketchfab, qui étaient avant des entreprises qui ont été rachetées par Epic, l'éditeur de Twinmotion, et qui ont été fusionnées à Twinmotion. Donc ça, c'est des bibliothèques externes. Chez Megascan, vous avez des plantes, ce qu'ils appellent des surfaces, c'est des matériaux. On retrouve beaucoup d'autocollants aussi, et vous avez dans Ressources 3D pas mal de choses intéressantes, notamment il y a de la nourriture. Il va y avoir des éléments naturels, par exemple des champignons, des rochers, des bouts d'arbres, des bûches, tout un tas de trucs comme ça qu'on pourra télécharger. C'est toujours pareil, hein. Je télécharge. Et une fois que c'est téléchargé, je peux le prendre et le glisser dans ma scène. Voilà. Sketchfab,
Même principe, vous avez différentes catégories. Vous pouvez aller chercher ce que vous voulez là-dedans, télécharger, l'importer et ça marche très très bien. Donc, vous voyez, je fais ça, tac, ça télécharge et on va dire qu'il y a une cabane abandonnée qui est située par là. Il crée l'objet, ouais, et voilà. Ah oui, c'est vraiment le bazar, c'est tout. Vous voyez, assez cool, assez pratique. Les matériaux. Voilà. Là, vous voyez, c'est un fichier SketchUp et donc j'ai tous les matériaux de SketchUp qui ont été importés. Vous avez dans librairie tout un tas de matériaux qui vous permettent, par exemple, si vous voulez mettre du carrelage au sol, euh, voilà, simplement vous prenez et vous glissez et ça fonctionne. Vous avez aussi donc des bois, des parquets, c'est assez intuitif. On a différents types de verres. Mais avant d'aller plus loin, ce qu'on va faire, c'est que on va activer le mode lumen. Le mode lumen, vous allez y accéder en cliquant sur Ambiance, Rendu, et là vous allez cliquer sur Lumen. Le mode lumen, c'est un mode qui est plus réaliste que le mode standard. Et pourquoi je vous demande d'activer le mode lumen maintenant? C'est parce que vu qu'on va travailler sur les matériaux, tant qu'à faire, autant voir ce qui va se passer au niveau du rendu quand on aura programmé notre rendu en mode lumen. Ce que je vous recommande, c'est vous cliquez sur Lumen et ensuite, tout en bas dans Ombre, vous passez en Net. Comme ça, vous avez des belles ombres. Quand vous changez votre vert, du coup, là, en mode Lumen, on voit vraiment, vraiment la différence. Si je passe à l'intérieur, pourquoi c'est un petit peu triste là à l'intérieur? C'est parce qu'en fait, on n'a pas de matériaux de qualité. Par défaut, tous les matériaux de SketchUp, quand ils sont importés dans Twinmotion, bah, c'est tout fade, hein. Là, c'est du blanc, bah, c'est du blanc. Donc là, vous voyez, typiquement, il va falloir aller chercher, par exemple, du métal et dire, bah, moi, je vais mettre du métal argenté là-dessus. Hop, voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Etc., etc. On va aller à l'extérieur et je vais vous montrer deux, trois petites bricoles. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se refaire du bardage. Alors, moi, je vais désactiver ma végétation peinte. Voilà. On y va un peu de l'effet. Dans la librairie matériaux, je vais aller dans bois, je vais prendre le deuxième. On va prendre le deuxième. On glisse ça comme ça. Et automatiquement, à droite, vous voyez, ça a switché. Là, je suis en mode matériaux. Et je vais vous montrer rapidement ce que vous pouvez faire pour configurer vos matériaux. Si à un moment donné, vous désélectionnez votre matériau, vous allez autre part, vous voyez, vous avez plus accès aux données du matériau. Ici, vous avez une petite pipette, vous refaites un clic dessus et hop, vous récupérez les matériaux. Premier truc, on peut changer la colo. Donc ça, c'est cool si on a besoin d'ajuster la colo. On peut rajouter des salissures. Les salissures, c'est vachement pratique. Vous voyez, ça rajoute une teinte un peu partout de crasse, quoi. Et du coup, ça évite d'avoir une surface qui est trop uniforme et donc pas réaliste, quoi. On peut aussi régler dans la section UV la rotation, si toutefois il était mal orienté. On peut régler surtout l'échelle. Je peux régler l'échelle. Ce que je vous recommande, dans tous les cas, quand vous êtes dans UV et que vous avez des incohérences ou des problèmes de texture qui vont pas dans le bon sens, vous testez espace mondial, espace local. Et en faisant ça, vous allez automatiquement remettre la texture dans le bon sens en fonction de votre géométrie. Vous voyez, espace mondial, il y a tout qui part dans le même sens. Tout va comme ça par là-bas, quelle que soit l'orientation de la page. Et quand je suis en espace local, vous voyez, c'est un peu plus réaliste parce que j'ai mes façades, c'est bien horizontal. Et quand je suis sur ma terrasse, vous voyez, ça part dans le bon sens. Tout à l'heure, ça partait dans l'autre sens. Après, en réglant l'échelle, par exemple, vous voyez, si je mets 2,
j'ai quelque chose qui est pas déconnant. Si je continue et on va pas aller bien plus loin, je vous parle de la rugosité et du métallique. La rugosité, si je suis à zéro, rugosité zéro, j'ai un matériau qui est brillant. Plus je monte, plus mon matériau est mat. Et entre les deux, bah, je suis plus ou moins satiné, plus ou moins brillant. Ça, c'est essentiel pour avoir un bon rendu. Ça, c'est le genre de choses qu'on ne voit bien que quand on est en mode lumelle. Vous voyez, ça n'a rien à voir. En standard, je refais un coup de pipette. Tac. Voilà. On peut aussi régler le métallique. Alors le métallique, c'est pas forcément réservé aux matériaux de type métal, mais le métallique va nous permettre de rapporter du contraste au niveau de la texture. Et moi, j'aime bien cette option. On a aussi la possibilité, quand on importe des matériaux directement depuis notre logiciel de 3D, par exemple la table, là, c'est la texture de SketchUp. Si je fais un coup de pipette dessus, là, il y a une recette qui marche bien. Vous mettez rugosité à peu près 30, métallique à peu près 30, mais en fait, vous êtes sûr que vous allez avoir quelque chose qui prend la lumière de manière intéressante. Voilà. Pareil, sur les murs, coup de pipette sur les murs, à peu près 30-30. Hop, vous voyez, et après, on peut choisir. Est-ce que les murs sont brillants, plus ou moins mat, etc. On peut régler la couche de métallique. Et voilà. Autre chose très intéressant. Quand vous voulez appliquer un matériau sur une partie uniquement de la géométrie et pas sur toute la géométrie, comment est-ce qu'on procède? Donc là, vous voyez, dans le modèle, j'ai tout prévu. Je vais aller prendre un matériau de choix et je vais prendre un truc comme ça. Vous voyez, si je veux appliquer ce matériau sur mon garage, automatiquement, il me l'a mis sur tous les éléments qui avaient la même couleur. C'est-à-dire que dans SketchUp, en amont, ces surfaces là, elles ont toutes la même couleur. Vous voyez, c'est une espèce de gris là. Ce qui se passe, c'est que là, si je colle un truc, je mets de la brique, tout est en brique. Ça, c'est pas cool. Pour résoudre ça, c'est très simple. Là-haut, on est en mode, moi j'appelle ça le mode bouboule. Vous pouvez passer en mode boule. Et en mode boule, quand vous allez appliquer à l'élément, ça va appliquer uniquement à cet élément. Tandis que si vous êtes en mode bouboule, ça applique à tous les éléments qui ont le même matériau. Voilà. Si je veux me faire une finition un peu plus sympa ici, là, au niveau des éléments qui sont peints, petit clic avec la pipette, salir un petit peu pour pas que ce soit trop uniforme. Et là, vous voyez, rugosité à peu près 30, métallique à peu près 30. Et là, ça prend la lumière. Allez, on va voir comment on exporte notre image. Pour exporter notre image, déjà, il va falloir créer nos vues. En bas, vous allez cliquer dans Média, petit plus, et là, on est dans la rubrique image, hein, on a fait petit plus, il nous a enregistré cette image. On dit qu'on est en mode média. Vous voyez, ici, tout est passé en rose. Avant, c'était bleu. Ici, on a un bouton quitter le média. Là, je suis en mode édition. Vous voyez, si je sélectionne un élément, tout est bleu. Et quand je clique sur mon image, je reviens à la caméra qui a été enregistrée et tout est en rose. Tous les éléments qui sont en rose, je vais pouvoir les modifier dans mon image, uniquement dans mon image. C'est-à-dire que si là je clique le média, je reviens en mode édition. Je reclique, hop, voilà. Vous pouvez créer autant d'images que vous voulez et vous avez la possibilité, quand vous avez créé une image et que vous voulez mettre à jour avec votre nouvelle vue, de faire ici le petit refresh. Là, j'ai activé l'herbe. Là, je n'ai pas l'herbe. Donc, vous voyez, en fait, non seulement ici, on peut mettre des choses différentes, mais on peut aussi jouer avec les calques en disant, dans cette vue-là, il n'y a pas l'herbe. Je fais une autre vue, par exemple. C'est exactement la même. Il faut que j'active l'herbe. Je n'oublie pas de faire le refresh. Et donc, vos images, vous pouvez tout modifier indépendamment des autres images. À partir du moment où vous modifiez des éléments ici dans le média, ça se met à jour automatiquement. La seule chose qui nécessite de faire un petit refresh,
c'est soit vous bougez la caméra, soit vous affichez, vous masquez des éléments avant. Voilà. Maintenant, pour exporter notre image, c'est très simple. On va aller dans Exporter. Là, on a créé des images, donc il y a uniquement image qui est disponible. Je clique sur le petit plus. Je peux cocher mes deux images. Je sors. Je peux choisir si je veux du JPEG, du PNG, etc. Et on n'aura plus qu'à exporter. Alors, il y a une chose que vous vous demandez peut-être, c'est comment je gère la taille de mon image. La taille de l'image, c'est un peu particulier. La taille et le ratio. On va devoir les régler directement depuis l'image. C'est-à-dire que quand je suis ici dans mon image, je peux régler la caméra. Donc, je peux zoomer, dézoomer, etc. On peut rajouter de la profondeur de champ, ce genre de choses. OK. Je vais rafraîchir. J'ai aussi la possibilité, dans le dernier onglet Images, de sélectionner ici des préconfigurations, donc des ratios déjà tout faits, ou alors de renseigner moi-même, ici c'est en pixels, mes formats. Par exemple, si je fais une image de 3000 par 1500, tac, voilà. Et automatiquement, vous voyez, le ratio se met à jour à l'écran. Et donc ici, par exemple, on pourrait dire que je veux un rendu qui fait 2000 par 2000. Admettons qu'on veuille un rendu carré. Voilà. Je refresh et quand je retourne dans exporter, vous voyez là, c'est bien mon carré, mon panoramique, etc. Et après, il n'y a plus qu'à cliquer sur exporter, choisir où est-ce que vous voulez exporter vos images et automatiquement, il va calculer, il va exporter. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. C'est toujours très intéressant d'interagir avec vous. Et si vous souhaitez aller plus loin et faire une formation sur mesure avec moi, le lien vers le site internet est en description. Je serai ravi de répondre à vos attentes et vos besoins. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était Romain de We Make Dragons.